Bonsoir à tous. Donc, je suis Bernard Neveu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le chef sommelier du Bristol Paris, et j'ai la chance depuis maintenant tout le début de l'aventure de sélectionner toutes les cuvées pour cuvéprivé.com. Donc aujourd'hui, c'est une journée un petit peu spéciale puisque on va pouvoir faire une dégustation de quatre très jolis rouges et deux jolis blancs que l'on a sélectionnés pour vous. Donc avec des petites ginottes comme celle-ci que vous avez reçue quand vous avez commandé. L'idée, c'est de faire un petit tour d'horizon de ces six appellations pour pouvoir tout simplement choisir celui qui va vous plaire. Donc moi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si je peux me rendre utile pendant ce webinaire pour vous aider, ou donner des petits tips de sommelier pour des éventuelles dégustations plus tard. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer dans un premier temps avec le Sancerre, qui est le Sancerre sur 2019. Donc, c'est tout jeune. C'est un millésime qui est très classique à Sancerre, qui a fait des très belles réussites chez les vignerons qui récoltent à la bonne maturité. C'est le cas ici avec le domaine Girard, où là, c'est un assemblage de différentes parcelles du patrimoine un petit peu de Sancerre. Donc là, ici, alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai deux petites vignottes par cuvée, donc je peux goûter 4 centilitres. Donc là, ici, 100% Sauvignon, bien évidemment, sur cette appellation, une appellation qui est extrêmement connue. On trouve, je dirais, un peu tout à Sancerre. Il faut être assidu dans les dégustations. J'aime pas forcément les Sancerres qui vont être trop exotiques. Là, ici, justement, bon, déjà, la couleur, c'est pas du tout trouble, c'est net. Le nez, il est parfumé comme il faut. On n'a pas du tout ce caractère qui peut être parfois un petit peu entêtant, ce côté un petit peu trop ananas du Sauvignon un petit peu trop mûr, qui fatigue parfois un petit peu. Là, au contraire, on a le caractère à la fois frais, minéral, vif, tendu, que l'on peut apprécier quand on goûte un joli Sauvignon blanc de Loire. Ce qui est toujours marquant dans les millésimes précédents avec le domaine Girard, c'est que on a toujours une vraie pureté de fond, une acidité qui est présente. Ça pourrait l'être on pourrait accepter, avoir une tolérance un peu plus haute, parce que c'est vraiment tout jeune, c'est un 2019. 2009, c'est pas un millésime qualifié de solaire ou trop puissant. Au contraire, c'était le cas un peu sur les 2018 qui était un peu plus massif. 2019, lui, sera un peu plus aérien, voire un peu plus effilé que le précédent millésime. Là, on se retrouve vraiment sur des notes assez fraîches. On va pas aller sur le caractère trop gras, au contraire, vraiment, c'est assez fin et effilé. C'est tout à fait le Sancerre que l'on peut, je dirais, lorsque vous allez recevoir les bouteilles, on peut commencer à les goûter. Ça se garde extrêmement bien. Ce sont des vins qui, bien souvent, sont bu trop tôt. Il y a toujours aussi un très beau potentiel sur les Sancerres, supérieur à 10 ans, sans aucun problème. Mais le plus difficile, c'est évidemment de les garder. Et quand c'est bon et rafraîchissant comme ceci, c'est parfois un peu difficile. Il y a vraiment à noter, je trouve qu'il y a une très belle élégance en bouche. On n'a pas du tout ce caractère parfois pommadé sur des Sancerres qui veulent jouer un petit peu le surfruit, la surrichesse. Voilà, c'est du Sauvignon. Il faut que ça soit frais, aromatique et tonique. Il ne faut pas que ce soit mou ni trop entêtant. Voilà. Si vous voulez bien, je vais passer maintenant au deuxième blanc de la dégustation, qui est un Riesling, donc le Riesling Grand Cru. Donc là, la famille Braun qui, là aussi sur le 2017, fait des très très jolies choses. Toujours des Riesling qui sont purs et ciselés, ça c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement important, puisque là on a là aussi, en Alsace, parfois un peu de disparité de qualité. Alors, j'ai une petite question de
Héloïse Piriot. Que regardez-vous en premier pour les vins blancs? Alors moi, ce que je regarde en premier sur les vins blancs, faut que ça reste surtout sur les vins blancs, la Vallée de la Loire, faut que ça reste désaltérant finalement. Ça reste une boisson où on se doit d'avoir un caractère rafraîchissant, surtout dans des températures comme aujourd'hui. Faut qu'on prenne plaisir à le boire. Les vins blancs qui manquent un peu d'ossature, qui sont un petit peu trop riches, un peu trop gras et qui ont un effet finalement un peu de séquence, un peu saturant. Ça, c'est pas mon créneau, surtout quand on le met à table, parce que la vocation d'un vin, c'est pas simplement de le boire comme là, on le fait en dégustation, mais c'est aussi de l'avoir à table. Et croyez-moi, c'est mon métier au quotidien. L'important, c'est d'avoir des vins avec de la diacité à minimum. Des vins qui sont mous, ça va être accentué avec les plats. Donc évidemment, il faut avoir une véritable vibration et une tonicité. Donc même chose, hein, j'ai droit à la deuxième vinote, donc je sers deux petites vinotes du Riesling de la famille Braun. Donc là, on est situé à Orgevire, on est à une vingtaine de minutes, 20-25 minutes à peu près au sud de Colmar. C'est dans les beaux quartiers, on peut dire ça, de la région Alsace. On a ce nez un peu typique, légèrement miellé, un peu au nez, aussi assez floral. Alors j'ai une petite question. Tous les blancs méritent-ils d'être servis très frais? Alors la température, c'est extrêmement important. Il faut pas servir les vins blancs comme les vins rouges. Hein, il y a des paramètres. 8-10 degrés, c'est bien tout à fait pour ce type de Sancerre. Ce qu'il faut faire, c'est par exemple simplement le rafraîchir éventuellement dans un seau avec de la glace, et puis juguler en fonction à la fois de la météo extérieure. Là, par exemple, quand on a des journées comme aujourd'hui où on dépasse les 30 degrés, vous pouvez laisser votre vin dans un seau à glace, puisque ça va remonter en température immédiatement ou presque dans le verre. Par contre, effectivement, faut pas que ça soit servi glacé. Ça c'est important. Donc 8-10 degrés, vous le mettez dans votre réfrigérateur, vous le sortez un petit peu avant, un petit peu après, et puis c'est une petite gymnastique, mais c'est pas le plus difficile finalement. Mais juguler une température, c'est pas le plus difficile, mais il faut être attentionné parce que c'est comme ça qu'on peut passer à côté d'un vin, soit en le dégustant trop chaud, soit au contraire trop frais évidemment. Fabrice Grosjean m'indique que la cuvée Silex du même domaine est-elle proche de celui que nous dégustons? Alors oui et non, puisque comme je disais, la cuvée que l'on a goûtée précédemment, c'est la cuvée qui est un assemblage un petit peu des différentes parcelles, on va dire, que composent un peu Sancerre et les parcelles de la propriété. Et donc la cuvée Silex, c'est une cuvée parcellaire issue d'un terroir de Silex. Donc encore un style encore un peu plus tranchant, un peu plus vive. C'est une très belle cuvée qui là aussi c'est vraiment à garder pour le coup. Je reviens au Riesling. Alors la température de dégustation, voilà, je l'ai dit, hein, 8-10 degrés. Voilà. Alors, quand vous goûtez ce Riesling, c'est tout à fait, je me remémore tout à fait la dégustation lorsque l'équipe de cuvée privée me l'a fait goûter. C'est tout à fait ce que j'affectionne et ça a tellement sa place à table, c'est que quand vous l'avez en bouche, l'attaque en bouche et tout de suite il y a cette vibration et cette tonicité, qui donne vraiment du relief au vin et de la longueur, de la persistance. Et ça c'est vraiment, je dirais, quelque chose qui est extrêmement important pour moi, de pouvoir avoir des vins qui ont un caractère vibratoire. Et ça c'est pas donné à tous les vignerons. Et ce domaine qui est en bio et biodynamie fait des très très jolies choses. Alors Héloïse me repose une question sur la température, toujours sur les rouges. J'ai entendu dire qu'ils étaient souvent bu trop chaud. Ça c'est certain. Donc évidemment, faut pas le servir glacé non plus, mais la juste température pour un vin rouge. Alors typiquement sur un vin rouge, par exemple dans la vallée de la Loire, sur une structure assez légère, type Sancerre, par exemple Sancerre, Maine-Tout-Salon,
Je vais parler du Chinon parce qu'on va parler juste après. Là, effectivement, on peut aller sur des vins de plaisir, de fruits, et donc comme les gamay un peu du Beaujolais ou des côtes rouennaises, on peut descendre à 12-14 degrés finalement, le mettre au réfrigérateur et le sortir un petit quart d'heure, 20 minutes avant, surtout quand c'est des températures encore une fois comme aujourd'hui. Ça peut pas lui faire de mal et on pourra finalement que le boire plus vite. En revanche, effectivement, le grand Saint-Émilion euh, ou d'un millésime un peu ancien, c'est pas non plus la bonne chose de le servir trop frais non plus. Vous allez l'éteindre votre vin. En revanche, s'il est servi trop chaud, bah, autant boire de la soupe et ça sera moins cher. Très honnêtement, moi j'apprécie beaucoup les vins rouges servis à une température entre 16 et 18 degrés. Ça fond en fonction évidemment du type de vin. Un Châteauneuf-du-Pape, par exemple, qui aura une structure tannique assez puissante et surtout un degré d'alcool un peu plus haut, va avoir le bénéfice d'une température un petit peu plus basse, donc type 14-15 degrés. Ça va gommer un petit peu l'effet chaleureux de l'alcool, tout en ayant ce caractère très ouvert. Et ça va, oui, finalement, l'ouvrir un petit peu. Donc ça, c'est un petit conseil. Effectivement, plus votre vin va avoir un degré d'alcool finalement assez haut, on parle de 15, 15,5, 16, ce qui finalement maintenant devient assez courant avec le réchauffement climatique. On parle de Châteauneuf-du-Pape, mais finalement sur la rive droite à Bordeaux, les Saint-Émilion-Pomerol flirtent maintenant avec les 15, 15,5, et donc voilà, surtout sur la jeunesse, n'hésitez pas à les descendre un petit peu en température, ça n'en sera que mieux. Voilà. Je reviens un petit peu au Riesling. Le Riesling est un grand cépage qui donne des vins toujours, qui donne des vins finalement avec une véritable pureté. Là ici, moi c'est ce que j'apprécie grandement. C'est aromatique, c'est pas basique comme vin du tout, du tout. C'est même assez bluffant. Hein. Pour moi une très très belle bouteille. On a Je trouve toujours ce côté un petit peu légèrement minéral, le caillou un petit peu que l'on peut avoir, tout en ayant ce caractère assez floral. C'est assez complet comme vin. Donc voilà, ça c'est pour moi une cuvée qui aura finalement tout son sens vraiment à table en se faisant plaisir. Donc typiquement le Sancerre blanc que l'on a dégusté, puisque Gilles me pose la question sur quel plat on pourrait imaginer. Alors on peut tout imaginer. Moi j'aime beaucoup les vins blancs sur les accords, puisque ça toujours, d'ailleurs je me répète, hein, je suis désolé, mais cette ossature, cette vivacité qui va donner ce ressort au plat et donc faire qu'on finisse la bouteille. Ce qui est toujours le cas. Par exemple, sur le Sancerre, par exemple, ce qui peut être très intéressant à goûter, tout simplement, vous faites une salade de crevettes avec quelques mangues crues, un bouquet de mâche, un râpé de citron vert, ça dure à peu près, vous passez à peu près 5 minutes en cuisine et vous avez un très très joli accord mets et vin de saison là actuellement. Vous pouvez ou des zestes d'orange ou pamplemousse, hein, c'est pas obligé d'aller non plus chercher la mangue. La mangue, si vous voulez, si vous avez le 2018 qui a un millésime un peu plus charnu comme je vous l'ai dit, on peut aller sur un fruit avec un petit peu plus de douceur pour coller un petit peu. Si c'est 2019 ou un 17 qui a un millésime un peu plus frais, effectivement, là, des vins qui seront un peu plus vifs, ce côté agrume, justement, avec zeste citron jaune, citron vert, pourquoi pas un petit râpé de gingembre, et voilà, là, on est tout à fait dans l'accord. Sur le Riesling, qui a un petit peu plus de structure, on peut aller sur un joli poisson, tout simplement, un poisson type un saumon, un pavé de saumon qui peut être juste grillé avec un accompagnement, par exemple une trilogie de choux, par exemple, juste cuit vapeur avec une sauce type beurre blanc, par exemple, et sans difficulté, on se fera plaisir. Le saumon, hein, qui est un poisson quand même assez gras finalement, va rattraper un petit peu de tonus avec le Riesling qui a ce caractère un petit peu plein de ressort.
Je me saisis de. Maintenant, on va passer donc au vin rouge avec le Côte de Nuit Village 2017 du domaine de Certeau-Ferrand, qui est un domaine qui est situé à Corgauloin. Donc, c'est vraiment extrêmement facile. C'est entre les deux grandes appellations, les deux grandes côtes, la côte de Beaune et la côte de Nuit. Juste au milieu, finalement, vous avez le domaine est basé sur cette petite commune qui est vraiment à la jonction des deux grandes côtes. Et donc ils ont la chance d'avoir quelques vignes dans les côtes de Nuit Village. Je prends un petit peu d'eau quand même pour passer au vin rouge. Donc là ici là ici évidemment c'est du pinot noir. On le voit tout de suite la couleur hein, qui est évidemment très framboise. Ça c'est net. On voit tout de suite à la couleur ce cépage qui est le pinot noir, hein, qui donne des vins toujours assez parfumés, féminins presque, même si j'aime pas trop dire ça, mais des vins qui sont assez souples, hein, qui ont une structure tannique assez légère. On est sur plus de l'infusion que de l'extraction. On va vraiment être sur l'élégance du fruit, la pureté aromatique, que sur des tanins boisés, que sur la matière tannique, avec des vins qui seront de grande garde, puissants. Là, au contraire, on est sur des vins qui seront plus subtils. Alors j'ai Thibaut qui m'indique, qui me pose la question si on trouve beaucoup de vins de vieux millésimes en Alsace. On trouve beaucoup de vins de vieux millésimes en Alsace, cela se garde mieux que le Sancerre. Alors c'est toujours difficile parce que on peut pas faire de généralité. Faire une généralité, ça serait le début de la fin. Enfin, ça serait le début de ma fin si je devais faire une généralité, parce que on se remet tellement en question qu'on peut pas être des mathématiciens et dire 2 plus 2 c'est 4. Pas dans le vin en tout cas, c'est pas possible. Si ça se garde mieux que le Sancerre, moi j'ai goûté des très vieux Sancerre qui étaient absolument incroyables, des vins qui avaient plus de 30 ans et on ne peut que se tromper, mais la même chose aussi en Alsace. Donc, le plus important, c'est la dégustation, toujours. C'est toujours de déguster avant d'acheter et de conserver. C'est pour ça que faut toujours, si vous consommez 100 bouteilles de vin par an, achetez-en 120. Au minimum, puisque si vous achetez 100 bouteilles par an, mais vous consommez 200 bouteilles par an, à un moment donné, ça coince rapidement. Et donc, le tout, c'est toujours d'acheter un petit peu plus pour pouvoir suivre l'évolution. Et bien souvent, quand on achète une caisse de 3 bouteilles, par exemple, ou 6 bouteilles, la première bouteille, en règle générale, elle est débouchée quelques heures après l'achat, quelques heures ou quelques jours, et puis ensuite, voilà, il se passe quelques mois et on finit la caisse. Et c'est bien souvent presque la dernière bouteille où on se dit mince, j'aurais peut-être dû en acheter un peu plus. Et donc c'est pour ça que le temps de garde est extrêmement important pour les vins. Et effectivement, les Sancerre, 10 ans, c'est pas un souci, vous avez le temps. Mais il faut pas non plus être un bibliothécaire et tout garder, parce que tout ne se garde pas. Et c'est dommage d'avoir des vins qui sont morts dans sa cave, puisque d'une part vous les avez achetés, donc vous avez dépensé de l'argent, vous les avez stockés, ça vous a pris de la place, et ensuite soit le vin a mal vieilli ou il va dans l'évier. Donc ça vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est d'acheter un peu plus, 20% finalement que ce que vous consommez. 20% c'est assez raisonnable, et surtout c'est de prendre le temps. La première bouteille, il y a toujours un peu l'excitation de l'achat, donc ça c'est normal, mais ensuite voilà, prenez le temps et maintenez-vous un petit cahier de cave, ou écrivez même sur l'étiquette, hein, c'est pas un souci. Quand est-ce que vous avez acheté, si vous voulez pas maintenir vraiment un cahier de cave, maintenant il y a des sites internet qui sont très bien faits, qui vous permettent finalement un petit peu de classer un petit peu tous vos vins dans votre cave, des applications mobiles, etc. Mais je peux vous assurer, le mieux c'est effectivement de goûter de temps en temps, mais voilà, c'est un vrai job. Alors j'ai Bernard. Bonsoir Bernard, très joli prénom. Quelle température de conservation conseillez-vous pour les vins blancs et rouges dans le cas d'une cave à vin avec possibilité de fixer 2 températures?
Alors, il y a deux types de caves. Quand c'est une cave, j'imagine une cave électrique, une cave d'appartement. S'il y a deux températures, c'est plutôt une cave de service. Et il y a une cave de vieillissement. Donc, la cave de vieillissement elle doit être réglée à 12 degrés. C'est de la bonne température pour pouvoir conserver ses vins. Et donc là, je parle vraiment de conservation. Ensuite, pour une cave de service, donc là, c'est le cas où vous aurez donc deux températures de service. La température pour les vins blancs, mettez-la à 8 degrés, et la température pour les vins rouges, mettez-la à 14. À partir du moment où vous allez sortir votre vin rouge à 14 degrés, vous n'allez pas rater la température, ça sera jamais trop bas, 14 degrés. Et puis, quand vous mettez votre vin dans le verre, au bout de 10 minutes, en règle générale, il prend déjà 1 ou 2 degrés, donc vous serez déjà tout de suite à la bonne température. Donc voilà, 8-14 pour une cave de service, cave de vieillissement plutôt 12 degrés. Alors, quelle application conseillez-vous pour le livre de cave, Alex? Alors, Alex Gilly, moi, j'utilise depuis peu parce que c'est souvent les coordonnées les plus mal chaussées. Alors, pas au travail parce que au Restol, j'ai 100 000 bouteilles à peu près sous ma responsabilité. Donc là, j'ai à la fois une partie financière assez conséquente et donc de facto un système de gestion qui est extrêmement précis et complet, mais qui n'a aucun sens pour un particulier. Mais depuis peu, depuis le confinement, alors vous voyez, j'ai déjà la barbe et un peu la moustache pour cet été, mais je me suis mis en tête de ranger un petit peu ma cave chez moi à mon domicile et j'utilise l'application, enfin c'est pas l'application, c'est un site internet qui s'appelle Cavus Vinifera. Voilà. Donc cavusvinifera.com je crois ou .fr, qui est une application parfois un petit peu fastidieuse, hein, faut le reconnaître, faut faire la main dessus. C'est gratuit à 100% et ça vous permet un petit peu de mettre les différents champs. C'est assez voilà, c'est assez fonctionnel et ça fonctionne bien. En tout cas, j'ai réussi, donc ça devrait aller. Je passe on va goûter le Desserto Ferrand, si vous voulez bien, parce que j'ai pas mal de questions qui tombent, donc j'essaie de répondre un petit peu à tout le monde. Le nez, il est typique là, vraiment des pinots noirs, les Côtes de Nuit Village. On est vraiment sur le fruit, sur l'élégance. C'est vraiment des vins qui ont, je trouve, un parfum très framboise, la griotte. C'est du vrai fruit. Hein. Finalement, on pourrait presque être mineur pour le boire, hein, tellement c'est très évanescent. Et une délicatesse, un toucher de bouche. Je trouve que les tanins sont hyper souple. On a un vrai plaisir en le buvant. Faites attention sur ce type de vin-là, justement, puisque là, il fait chaud. Il était dans ma cave de service, hein, justement, donc à 14 degrés. Vous voyez, on a parlé un petit quart d'heure, 20 minutes. Je sens que ça remonte un petit peu, ça le dessert un petit peu. C'est tout à fait le genre de vin qu'on peut mettre dans un seau avec. Alors, attendez, je vais tomber en panne de batterie si je branche pas mon PC. Donc, je vais brancher ça sera quand même plus facile. Voilà, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc, je disais, voilà, c'est tout à fait le type de vin. Vous pouvez le mettre dans un seau légèrement rafraîchi, vous mettez simplement 2-3 glaçons et vous jugulez la température comme ceci. Là, pour moi, il commence un tout petit peu à être un petit peu au-dessus de la température. Mais c'est aussi invariable, il fait 30-35 degrés en ce moment, donc c'est presque un peu anormal cette température. Là, on est vraiment sur le vin de plaisir, le vin de fruits. Tout à fait c'est tout à fait le genre de vin. Alors là, par exemple, des vins comme ça, si vous êtes deux couples à table, c'est immédiatement, je dirais, si vous n'avez pas prévu un autre vin un peu plus corsé pour la suite, ouvrez-en directement 2 bouteilles parce que les 2 bouteilles vont s'évanouir immédiatement. Tellement il y a une buvabilité, un degré de buvabilité qui est assez élevé. On se retrouve à vraiment avoir un plaisir de fruits qui est assez incroyable. C'est très délié en bouche. Les femmes, par exemple, qui parfois n'aiment pas les vins rouges trop puissants, trop tanniques, vous pouvez les convertir tranquillement, ou les hommes, hein, ceci dit, mais bien souvent c'est le cas, les femmes préfèrent les vins un petit peu doux, par exemple, et puis ensuite passent au vin blanc
puis sur les vins rouges avec le temps. Et là, typiquement, c'est tout à fait le genre de vin qu'une dame, par exemple, ou qu'un néophyte en vin rouge va apprécier, parce que c'est vraiment tout sur le fruit, tout en délicatesse. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'astringence. On a vraiment la pureté du fruit, c'est très délicat. 2017 est un millésime plutôt classique et qui est pas un millésime des extrêmes. C'est pas un 2015 qui était un millésime très puissant, très solaire. 2017 est vraiment très délié et vraiment on a voilà un caractère qui est sur le fruit. Fabrice Grosjean me demande le potentiel de garde pour ce côte de nuit. Moi, je trouve que 2017, ça se goûte extrêmement bien maintenant. Dans 3 ans, ça se goûtera encore très bien. Mais c'est à boire maintenant, quoi. On se régale tellement que. Et moi, je me souviens quand on les a goûtés, voilà, c'est un domaine que je connais grâce à Cuvée Privée, et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à le regoûter là, et même en vinote où on peut être un peu sceptique. Hein. Moi, parfois, je suis un peu vieux jeu. Des petites vinotes comme ça, c'est vraiment, je suis stupéfait parce que j'ai l'impression vraiment de goûter une bouteille. Le conditionnement est vraiment parfait. Alex Gilly me demande la bourgogne parfaite pour découvrir, apprendre à aimer le vin. Tout à fait. Je peux pas. Alors là, c'est évidemment. Voilà, ça c'est clair. Et Michel Castagnier me demande quel vin faut-il carafer avant de les boire. Alors, éviter les donc on parle de vin rouge. Éviter les vins rouges avec une structure tannique légère, donc type exactement ce rouge-là. C'est pas utile. Vous ouvrez, c'est pas compliqué. Hein, là, vous ouvrez à la bonne température, vous servez, vous buvez. Ça c'est très facile. Des vins qui ont besoin d'aération, donc des vins plutôt jeunes, type par exemple, on va y venir, mais le Saint-Émilion de Château de la Cour, par exemple, lui sans aucun problème. C'est millésime 2015, grand millésime de garde. Si vous voulez en ouvrir une, oui, effectivement, il a toute la masse musculaire pour tenir sans aucun problème un passage en carafe. Donc après, l'info, c'est ne pas mélanger le carafage et la décantation, c'est deux choses qui sont bien distinctes. Hein. Dans un restaurant, c'est facile à distinguer. Par exemple, si vous voyez un sommelier avec une bougie, c'est qu'il décante un vin. C'est la bougie, c'est une source lumineuse qui va simplement éclairer le col de la bouteille. Hein. La bougie va se mettre à quelques centimètres au niveau du col de la bouteille et va permettre au sommelier, qui lui sera justement au-dessus, de voir le dépôt arriver au fur et à mesure qu'il met dans la carafe, qu'il met le liquide dans la carafe. Finalement, c'est comme utiliser une passoire, hein, un petit peu, c'est à peu près ça. Et donc séparer les sédiments du liquide pour que le client, que le consommateur ait simplement du vin à goûter et pas les dépôts. Et donc un carafage, c'est plus pour ouvrir un vin qui serait finalement un petit peu ouvert, un petit peu débeauté, un petit peu trop jeune, pour accélérer un petit peu finalement le processus de vieillissement, hein, assouplir, arrondir les tanins d'un vin. Voilà. Mais typiquement un pinot noir, on évite, on le laisse tranquille. Tant un jeune qu'un vieux, c'est pas utile. C'est des vins qui sont plutôt, comme je le disais tout à l'heure, plutôt dans un esprit d'infusion, et donc on n'a pas nécessité d'avoir une oxygénation trop forte. Au contraire, même ça brutaliserait et ça serait pas lui rendre service. Voilà. On va passer au Chinon, les 3 quartiers. Donc là, qui est un domaine qui est situé à Cravant-les-Coteaux. C'est le triangle d'or de Chinon, hein, Cravant-les-Coteaux. C'est la le bon secteur, comme on dit. Donc là, c'est un peu la même chose que le Sancerre, hein, qui est un peu un assemblage des différents quartiers, différentes appellations, terroirs du domaine. Donc, on se retrouve ici, c'est du Cabernet Franc à 100%, évidemment. Là, on a un domaine qui travaille extrêmement bien parce que le Cabernet Franc peut être un cépage un petit peu difficile parfois, qui peut avoir ce côté un peu poivron vert que l'on va avoir au nez tout de suite, hein, immédiatement. Quand vous sentez des Cabernets Francs de Loire qui sentent le poivron, souvent c'est un millésime qui est un peu faiblard, un millésime un peu léger, un peu light, et donc on se retrouve à avoir ce caractère un petit peu légume du poivron vert. Ça, c'est souvent le déficit de maturité. Vous avez remarqué, j'ai pas mis le nez dedans encore, hein, mais je l'ai pas.
On n'a pas du tout ce caractère déficit de maturité. 2016 est un beau millésime. Merci Fabrice, merci de la part d'un Bourguignon, mais avec plaisir. C'est une région que j'affectionne particulièrement. Je les aime toutes les régions, mais j'aime beaucoup la Bourgogne. C'est un beau millésime à Chinon. Chinon, c'est un peu, je dirais, comme à Sancerre, c'est des vins qui sont là-haut. En revanche, vraiment bu souvent beaucoup trop tôt, qui sont souvent aussi bu beaucoup trop froid aussi, et donc on massacre un peu, je dirais, ces vins-là avec la mode un petit peu parisienne des saumures Champigny, Saint-Nicolas de Bourgueil, servis à 4 degrés dans les seaux à glace, dans les mauvaises brasseries dans les années 90, et parfois c'est un petit peu comme ça que les vins sont bu. Et sinon, c'est des vins qu'on a un peu plus d'étoffe, plus de puissance tannique, plus de matière, c'est clair. On le voit déjà, ne serait-ce qu'au niveau de la couleur, même si c'est un jeune millésime. Et donc, effectivement, c'est des vins qui ont un potentiel de garde certain. Ça, je l'ai noté dans le commentaire de dégustation et dans les petits flyers que vous recevrez si vous commandez cette bouteille-là. 10 ans, là, c'est vraiment pas un souci. Alors, vous pouvez vous faire plaisir dès maintenant. Là, on va goûter 2016. Qui se goûte déjà très bien. C'est là tout le coup de patte du vigneron. Mais ce que j'adore, c'est qu'on a à la fois la structure d'un Cabernet Franc qui est frais et dense, mais on a, je trouve que ce domaine nous fait toujours beaucoup de plaisir, puisqu'on a toujours ce caractère avec des tannins très sphériques et beaucoup de rondeur. C'est des vins qui ont un vrai plaisir, en tout cas, de dégustation. Alors, j'ai pas mal de questions qui sont mises dans le chat. Dans la question, pardon, dans l'onglet questions. Pascal me demande d'ouvrir une bouteille à l'avance, une demi-journée ou la veille, est-ce utile? Alors, là encore, oui et non, ça dépend. Ça dépend de quel type de vin. Par exemple, donc le Codon du Village, pas utile, vraiment pas utile. Tout dépend, je dirais, des vins. Moi, ce que j'aime bien, même sur un très vieux millésime, ce que je fais souvent, c'est très simple, c'est d'ouvrir le vin. Vous avez vos invités qui arrivent à 20h, vous ouvrez votre bouteille à 19h. Si votre bouteille, elle est parfaite, bon bah il y a rien à faire. Vous le rebouchez simplement, toujours face miroir. Donc, quand vous prenez un bouchon, par exemple, un bouchon comme celui-ci, la face miroir, c'est ça, c'est ce qui était en contact avec le vin. Là, ici, s'il y a éventuellement des impuretés, donc ne jamais reboucher sa bouteille comme ceci, mais toujours face miroir. Alors, parfois, ça peut être un petit peu embêtant, il faut un petit peu forcer, mais c'est la surface qui est en contact avec le vin. Là, ici, c'est les impuretés. Donc là, si vous voulez gâcher votre vin, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, rebouchez votre bouteille, et donc il n'y a plus qu'à attendre que les invités finalement arrivent. Et si votre bouteille elle est bouchonnée ou faiblarde, bon bah vous savez qu'il ne reste plus qu'à ouvrir une autre bouteille. Et puis si au contraire c'est un petit peu fermé, bah là justement vous pouvez agir éventuellement en la carafant. Ensuite, on parle souvent de chambrer le vin rouge. Qu'en pensez-vous? Alors ça c'est un Bruno. Bruno c'est un vieux terme finalement un petit peu chambré, puisque on va dire dans les années début 1900, on mettait le vin effectivement dans la chambre, et la chambre elle était à 15-16 degrés. Donc maintenant je doute que moi ma chambre elle n'est pas à 15 degrés, et donc elle est plutôt à 20, et donc évidemment 20 degrés c'est presque déjà trop. Donc chambrer c'est plus vraiment un terme qu'on utilise un petit peu, c'est plus trop ça, mais effectivement vous le mettez à 15 degrés, comme je vous l'ai dit, dans votre cave de service 14-15 degrés, ça remonte tout de suite, et la température de service elle est bonne. Et puis quand il fait très chaud, comme des températures comme aujourd'hui, vous le remettez un petit peu au frais, un petit quart d'heure, 20 minutes, et puis tout se passe très bien. Alors Mathieu me demande, est-ce qu'on peut qualifier ce Chinon d'acide? Moi je trouve pas. Je trouve pas ça. Après, c'est vrai qu'on est sur des vins de Loire, donc il y a toujours une trame acide. Pour moi, c'est un petit peu péjoratif. Pour moi, je trouve pas ça acide. Il y a de la fraîcheur, mais c'est des vins aussi qui sont tout jeunes. Et le Cabernet Franc sur la jeunesse, vous pouvez avoir ce caractère un petit peu qui
qui resserre un petit peu, effectivement. Il faut juste être un petit peu patient, Mathieu. Et j'ai peut-être raté une question, alors ne m'en voulez pas. Thomas me dit, tout le monde ne jure que par le 2015 en Bourgogne, quel millésime peut être aussi bon que du 2015. 2018, alors, point d'interrogation. Ouais, 2015, c'est comme à Bordeaux, hein, c'est des millésimes ou en vallée du Rhône, par exemple, c'est un millésime qui donne le sourire, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est un millésime solaire, donc des millésimes puissants. Et donc, quand les vins sont jeunes, suivant le type de vigneron, si on a des vins avec un élevage en barrique, ça va donner des vins qui vont être tout de suite très accessibles, très friands, beaucoup de fruits, beaucoup de puissance aussi, d'alcool, du sucre. Le sucre, moi ce que je dis souvent, le sucre c'est le sourire, et c'est pour ça que quand on dit oui c'est un petit peu acide, oui mais c'est l'acidité justement qui va garder le vin. C'est la colonne vertébrale, l'acidité. Si c'est trop mou, peut-être que vous voyez le Chinon 2016 fera peut-être un meilleur vieillard que les Bourgognes 2015 qui vont peut-être rapidement s'effondrer. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas le dire, mais dans le vin, on sait jamais finalement. On peut toujours avoir des très très belles surprises. Mais tant en 2015 que là, 2016 pour le Chinon, c'est un très beau millésime, donc on se fait plaisir avec. 2015, ouais, c'est un très grand millésime de garde. 2016 pour moi est au-dessus. Il a un peu plus de, c'est un peu un condensé finalement. Il y a plus d'équilibre. Avec 16. 2017, moi je trouve qu'il est parfois certains disent c'est un millésime de restauration. Un millésime de restauration, c'est que on l'achète pas cher, on le revend vite. Voilà, c'est un peu le fléau de nos amis en restaurant. On achète pas cher, on revend vite et des millésimes un peu moyens. Mais 2017, moi je trouve que c'est un millésime de plaisir un peu immédiat. Et c'est bien parce que justement il faut avoir un peu de tout. Ne vous concentrez pas sur que des top des Top Gun. Les 100 sur 100 c'est bien, mais parfois on est tellement déçu que je peux vous assurer que c'est bien aussi d'avoir des millésimes un peu intermédiaires. C'est ce qui fait le plaisir du vin, d'avoir des vins que l'on va pouvoir ouvrir tout de suite finalement dans les 6 mois, 1 an, et puis des vins pour dans 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, ou pour la prochaine génération. C'est ça aussi de construire une cave. Et donc à partir de là, effectivement, il faut avoir un petit peu de tout. C'est d'avoir un patchwork de millésimes, c'est ce qui est le plus intéressant. Et le plus sympa, moi où j'ai le plus de plaisir, c'est d'avoir des surprises sur des petits millésimes. Parce qu'avoir une surprise sur un gros millésime, finalement, c'est pas une surprise. C'est un gros millésime. Donc heureusement que le vin il est là. Mais c'est génial, hein, évidemment, de goûter un grand vin sur un grand millésime, c'est toujours un vrai plaisir. Mais faites confiance aussi d'abord au vigneron. Le bon vigneron, il réussit aussi dans les petites années. Et ça, c'est l'évidence même de suivre son palais, son goût. Et quand vous avez aimé 1 an, 2 ans, 3 ans un bon vigneron, vous êtes récompensé. Et après, c'est en fonction de votre cave, ce que vous sortez, à quel moment. Et voilà. D'où l'importance éventuellement d'avoir soit une application mobile ou sur PC de gestion de cave, ou le bon vieux cahier. Hein, c'est aussi pas mal. C'est aussi pas mal. Voilà ce que j'ai comme question. Alors j'ai Alex Gilly qui me taquine, qui me dit: pour nous retrouver des vins nature sans intrants au Bristol dans quelques années. Faut venir. Alors pas en ce moment parce que le Bristol est fermé, donc évidemment. Mais on a des vins nature au Bristol. Moi, ma condition, et c'est la même chose pour QI Privé, et c'est pour ça que je suis très heureux de collaborer avec QI Privé, c'est que la seule chose qui est importante pour moi, c'est ce qu'il y a dans le verre. Évidemment, je serai le premier avis d'avoir des vins qui respectent 100%, qui sont en biodynamie. Ça, c'est l'évidence même. Tout le monde souhaite vivre dans un monde meilleur et être vraiment, je dirais, dans un monde plus vert. Hein, ça, c'est évident. Mais je peux pas me permettre parce que
parce que j'engage ma responsabilité et envers vous et envers les clients, éventuellement aussi du Bristol, de vous faire acheter du vin ou de vous servir un vin que vous allez garder chez vous pendant 15 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, et qui va être dans l'évier. Parce que il n'est pas protégé, parce que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas forcément un local ou une cave à vin enterrée ou une cave à vin électrique qui protège les vins nature, etc., etc. C'est, vous savez, les papes des vignerons nature, ça se compte sur les doigts allez, 2 mains pour être gentil, qui font des vins stables et qui se tiennent très bien. Ces gens-là, ils n'ont pas de vin à vendre et ouais, on n'est pas encore dans le monde parfait, le monde merveilleux, quoi. Après, effectivement, là, par exemple, le Riesling est en bio, en biodé. Moi, c'est un domaine vraiment que j'ai découvert et que j'apprécie grandement. Mais encore une fois, il faut se dire que dans le vin, ouais, il faut qu'il y ait un peu de soupe parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui conserve, c'est ce qui fait la stabilité du vin. Mais vous mangez ou buvez beaucoup plus de produits euh, nocifs que dans le vin. Voilà. On va pas parler que de ça parce que sinon on va en avoir pour à 23 ans on sera encore là, donc et puis les vignobles font que 2 centilitres, donc ça va être assez compliqué. J'aime beaucoup ce Chinon parce qu'il reste vraiment quand même sur le fruit. Il y a une belle matière et on a toujours cette belle structure qui laisse augurer quand même un potentiel de garde assez important. On va passer maintenant à un vin au Saint-Émilion Grand Cru qui est sur 2015. Donc, je pense que Thomas va être content, puisque bon, c'est pas un Bourgogne, mais c'est un Saint-Émilion Grand Cru, donc le château de la Cour, qui est un joli best-seller pour cuvée privée, et ça se comprend très honnêtement, c'est vraiment un très très joli vin qui a un grand potentiel de garde là, sur 2015. On a là c'est vraiment pas un souci. Les 10 ans c'est pas un problème du tout. Je sais pas si tout le monde est bluffé par les petits vignottes, mais moi c'est mon cas, c'est la première fois que je goûte avec ces petites vignottes là, et je trouve que la qualité est vraiment vraiment au rendez-vous. Là on change de style, hein. Surtout c'est un millésime qui est plus dense. Euh, on a presque le côté un petit peu réglissé un peu au nez, hein, qui est un marqueur du millésime. Là tout de suite, on sent que presque c'est bon tout de suite, mais gardez-le quoi. Gardez cette bouteille là parce que on est ici sur des c'est un très joli vin. Il y a un fruit qui est là, qui est assez dense, mais il y a vraiment un potentiel de garde qui est quand même assez important. Donc là, n'hésitez pas à le conserver un petit peu parce qu'il faut pouvoir le goûter, je dirais, sur son plateau de maturité. Et effectivement, horizon 2025, ça devrait être, ce sera sympa. Alors, Catherine me posait la question tout à l'heure, quel est l'avantage du taste vin? Je comprends pas trop la question. Le taste vin, c'est un ustensile que les sommeliers, pas de ma génération, de la génération d'avant ou peut-être encore avant, utilisaient avec une chaîne autour du cou et une petite coupelle en argent qui permettait un petit peu soit de grumer le vin, de goûter le vin en salle, ou sinon ça sert également pour le vigneron lorsqu'il fait un soutirage et il va le vin pour voir la turbidité du vin, et au moment où le fût, un soutirage, c'est vraiment pour enlever un peu les lits, au moment où le dépôt arrive pour stopper. Donc je pense pas que ça doit être cette question-là. Si Catherine Morin peut me réécrire une question différemment, c'est avec plaisir que j'y réponds. Et j'avais une autre question
de Héloïse Piriot, toujours. J'ai adopté le chaud et les beaunes. C'est très différent, je trouve, alors que c'est pas très loin, il me semble. Alors, tout à fait. Et oui, c'est là toute la magie de la Bourgogne, finalement, c'est que d'une rue à l'autre, d'un chemin de terre à l'autre, le terroir est différent. C'est la magie et en même temps la difficulté, et on peut s'arracher les cheveux en Bourgogne. Et ajouter à cela également, on n'en a pas parlé, mais je l'indique, avec la question le vigneron aussi, hein, quelle recette il peut avoir. Et effectivement, c'est différent. Oui, le Chorley-Beaune a un peu plus de structure, un peu plus de puissance. C'est un village. Ici dans la côte, en Côte de Beaune, donc il y aura un petit peu plus de puissance que le Côte de Nuit. Voilà. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, à part celle de Catherine. Le Saint-Émilion, je pense qu'on est sur des vins qui méritent vraiment d'avoir un temps de garde. Après, si vous voulez absolument ouvrir une bouteille, parce que vous n'avez pas de cave chez vous, et donc il faut la boire, parce que si vous laissez votre bouteille dans votre appartement parisien à 35 degrés tout le mois de juillet-août, il va y avoir une coulure, le vin va passer à travers le bouchon, et c'est, en règle générale, il boite un petit peu après. Donc c'est pas une bonne chose. Donc vraiment, n'hésitez pas à l'ouvrir, et là pour le coup, à le carafer. 3 quarts d'heure, 1 heure à l'avance, c'est pas utile de le carafer non plus 3 heures, 4 heures. Déjà, le simple fait de passer en carafe va déjà bien oxygéner et assouplir un petit peu les tanins. Même si je trouve que là, les tanins sont déjà assez veloutés, assez ronds. Alors, j'ai d'autres questions. Donc, Catherine, je parlais des testeurs. Merci pour toutes ces précieuses infos. Avec plaisir, Catherine, je suis ravi. Nous, c'est une dégustation. Enfin voilà, vous seriez en face de moi, ça serait la même chose. Il faut toujours en fait être attentif quand on goûte, et faire confiance à soi-même. C'est son palais. Mon palais n'est pas le vôtre, et donc voilà, c'est normal de préférer le Chinon aux Côtes de Nuit, au Pixano qu'on va goûter, peut-être que vous m'avez peut-être devancé, au Saint-Émilion, etc. On n'a pas personne n'a le goût universel, donc évidemment, il y a une pluralité, et donc on se doit de devoir avoir des différences finalement. Moi, j'ai juste un défaut, c'est que je les aime tous, moi, les vins, donc les bons. Donc à partir de là, voilà, je connais les différences de chacun, et il suffit simplement. C'est pour ça que ce petit package de vinotes permet finalement de se faire une dégustation précise, et de pouvoir avoir pouvoir faire un petit tour d'horizon de différentes régions avec finalement quelques centilitres, hein, puisque c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, vous avez bu 12 centilitres de vin, c'est éventuellement un verre de vin, quoi. Alors Fabrice me repose la question, qu'est-ce qui assèche la bouche comme cela? Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'astringence? Alors oui, c'est les tanins. Les tanins astringents, effectivement, vont avoir ce caractère un petit peu sur les gencives, faire que ça resserre un petit peu. C'est ça l'astringence, effectivement. Après, le merlot, là, typiquement, enfin sur le Saint-Émilion, effectivement, une grosse majorité de merlot. Il y a un élevage en barrique, c'est jeune, c'est un millésime qui est tannique, donc effectivement, on va avoir ce côté astringent. Et au fur et à mesure de la garde du vin, au fur et à mesure que le vin va être s'affiner, finalement, le vin va s'assouplir, s'arrondir, et ce caractère astringent va disparaître au profit d'une complexité, tout simplement.
Et donc, je réponds par la même occasion à Mathieu, hein, à Mathieu Poupardin, qui me dit, une fois le Saint-Émilion gardé, quelle différence pourra-t-on avoir au goût? Ben, on va évoluer finalement là du fruit primaire à avoir ensuite des notes un petit peu plus peut-être toastées. Pourquoi pas le bois va un petit peu aussi se fondre et on aura une plénitude du vin, un peu plus de complexité aromatique et au fur et à mesure, après, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas de boule de cristal, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, effectivement, passer d'un vin qui est extrêmement ouvert, très, très fruit, à différentes phases, jusqu'à un vin qui sera très fin, très délié. Ça, c'est effectivement les grands vins qui ont plus de 30 ans. Voilà. Mais, encore une fois, ne gardez pas tout. Ça sert à rien. Il ne faut pas avoir la fièvre acheteuse pour tout garder et rien consommer. C'est pas le but. Ça reste un produit vivant et c'est comme quand vous faites vos courses chez le marchand de primeur. Il y a des produits où vous savez que vous achetez le matin, il faut les cuisiner dès le midi parce que ça va s'abîmer dans votre réfrigérateur, et puis d'autres un peu plus confort. Voilà, tout simplement. Mais je trouve que vraiment sur le Saint-Émilion, on a le nez vraiment est très fin, assez aromatique. C'est ce qu'on peut appeler, je trouve, une jolie bouteille. Je vous propose de passer maintenant au vin sudiste. Donc le Pic Saint-Loup. Donc là, on est à l'ouest de Nîmes et au-dessus de Montpellier, hein, pour vous situer un petit peu de manière géographique. C'est une appellation qui est parfois un petit peu maltraité presque, on pourrait dire. Pic Saint-Loup donne des vins parfois un petit peu corsés, hein, de toute manière, ils sont un peu corsés, pour ça qu'il est à la fin de la dégustation d'ailleurs. Un petit peu plus riche en alcool. Mais ce qui m'a frappé dans cette bouteille, c'est qu'on a un vrai plaisir de fruits, presque immédiat, mais avec une charge tannique, une charge d'alcool plus puissante. Donc les amateurs de vin rouge puissants vont s'y retrouver. Les amateurs de vin rouge délicat, il n'y a pas de question à se poser. Il faut aller immédiatement du côté du Côte de Nuit de Desserteau ou le Chauvet-les-Beaunes, par exemple. Là, on se retrouve évidemment sur des vins qui seront avec plaisir, la facilité du fruit. Donc là, c'est évident. Alors j'ai des questions. Philippe Cloès qui demande les cépages du Château Larocque. Alors, dans le Languedoc-Roussillon, enfin, là, en l'occurrence, on est à Fontanet, c'est en plein cœur du Languedoc. Hein, le Roussillon, c'est une autre région, finalement. Donc là, plein cœur du Languedoc, il y a toujours une véritable kyrielle, enfin toujours, très régulièrement une kyrielle de cépages que vous allez retrouver vraiment un petit peu partout dans tous les vignobles, dans toutes les propriétés viticoles du Languedoc. Grenache, évidemment, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Carignan, ça c'est des cépages que l'on retrouve, je dirais vraiment de manière classique dans toutes les propriétés viticoles. Ici au Château Larocque, c'est une majorité de Syrah à 50%, il y a 40% de Grenache noir qui vient se mettre dans la composition. Il y a 10% de Mourvèdre, qui est un cépage qui est minoritaire, ici 10%, mais qui est important à mon sens. Qui est un cépage, qui est le cépage Roi de Bandol, c'est l'appellation Roi de Bandol, donc une appellation dans les Côtes en Provence, juste au-dessus de Toulon, et qui est un cépage que j'affectionne particulièrement et qui a son mot à dire aussi dans l'assemblage. La Syrah, qui ici donc est majoritaire, qui a 50%, dans la jeunesse, même si, bon là elle est majoritaire, mais même si elle est minoritaire, si par exemple c'était 50% de Grenache et 40% de Syrah, elle a toujours un caractère, elle est un petit peu dominant et est très expressive, et c'est ce qu'on reconnaît tout de suite, ce côté un petit peu poivre noir, épice, très dynamique comme cépage. C'est le cépage roi de la Côte-Rôtie, dans le nord de dans la vallée du Rhône septentrionale, par exemple. C'est un cépage qui est très aromatique aussi, et là elle est ajoutée avec 40% de Grenache
Le Grenache, c'est le cépage qui va ajouter de la rondeur à ce vin. Et donc, c'est un super complément, finalement. Et le Mourvèdre, bah, c'est lui qui va lui apporter, finalement, un petit peu sa petite moustache. Vous voyez, ce peps. Et c'est un cépage qui est un cépage tardif. Alors, je pense que le domaine, sans trop mouiller et sans regarder la fiche technique, de toute manière, quand je regarde, c'est pas noté, mais il commence par ramasser, je pense, la Syrah, ensuite le Grenache et ensuite le Mourvèdre. Le Mourvèdre, vraiment, c'est un cépage qui est extrêmement, extrêmement tardif et qui a besoin vraiment d'avoir une forte maturité, qui a des peaux assez épaisses, qui va donner de l'épaisseur finalement un petit peu au vin. Je vais le goûter quand même, parce que j'ai fait qu'en parler. Alors, Fabrice qui me disait, ça assèche un peu. Est-ce que c'est le Cabernet ou le Merlot qui assèche? En fait, là aussi, on a un caractère avec un peu une belle structure tannique. Donc, effectivement, on a aussi cette astringence. Mais on a le caractère très sudiste qui est là, et donc il y a un fruit, épices, et les épices sont présentes aussi, et donc là on a, c'est très complet comme vin. Moi c'est un vin que j'apprécie parce qu'il est aussi équilibré. On ne ressent pas, à mon sens, trop l'alcool. On a le fruit et les épices, mais on peut se resservir un verre. On n'est pas à saturation. Et ça, c'est extrêmement important parce que, bah, comme je disais tout à l'heure pour les vins blancs, moi j'aime les vins qui sont plutôt équilibrés et pas mous. Si c'est mou dans le verre, ça sera mou à table. Ça va pas se réveiller. Ça va pas se révéler non plus. Et ça, c'est quand même bah, la clé. Hein. On peut boire un vin, oui, effectivement. Nos cousins anglo-saxons le font ou allemands. Contrario à nous, Français, boivent du vin à 17h en sortant du bureau. Et là, vraiment, on a beaucoup de plaisir, je trouve, à le goûter et en mangeant avec sans aucun problème. Là, on est en pleine saison des barbecues. Une côte de bœuf juste grillée, qu'est-ce que vous voulez de plus? Avec ce type de vin-là, c'est tout à fait dans l'esprit d'avoir une belle pièce de viande rôtie. Là, c'est juteux à souhait et là, on se fait plaisir. J'ai Gilles Perron qui me pose la question: dans votre cave au Bristol, comment gérez-vous la durée de garde de toutes vos bouteilles? Vous venez de préciser qu'il y a des différences entre méthode d'élevage et gestion des années. Alors, il y a deux questions, donc en une. Dans votre cave du Bristol, comment gérez-vous la durée de garde de toutes vos bouteilles? Alors, on a la chance d'avoir 180 chambres et suites, d'avoir plusieurs points de vente, de restauration, et d'être plutôt régulièrement complet. Et donc, bah, on les vend bien, les vins. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et donc, bah, comment est-ce qu'on les gère? C'est tout simplement bah, la dégustation, les visites auprès des vignerons, les dégustations aussi au fur et à mesure. Et puis, c'est vrai que c'est une chance inouïe. Hein. Bon, moi, j'ai une cave où des références où j'ai pas 3 bouteilles, mais parfois 36, 60, 120 bouteilles d'une même référence, d'un même millésime. Et donc, bah, si un vin est en pleine forme, ou trop, enfin, si c'est trop jeune, bon, bah, on le laisse, hein, évidemment, on n'est pas idiot. Et puis on décide au fur et à mesure de le rentrer, au fur et à mesure, une référence chasse l'autre, un millésime chasse l'autre, puisqu'on est très fidèle aussi en fonction des vignerons. On a des horizontales de millésimes, et ce qui nous permet d'avoir, je dirais, un patchwork de millésimes d'une même cuvée, d'un même vigneron, et bah, de se faire le palais. Et donc, bah, quand il y a je rapatrie, par exemple, un millésime comme je sais pas, une propriété. Et donc, par exemple, le domaine des Rémisières, qui est aussi accessible chez Cuvée Privée, lorsque l'Hermitage du domaine des Rémisières, la Cuvée Émilie, on rapatrie un millésime, on va l'ouvrir tout simplement, et puis on va décider de le mettre sur carte ou non, ou si on le met sur carte et qu'on le propose au client, bah, forcément l'équipe et moi-même, on sait ce que ça donne, donc on peut conseiller. Et puis vous savez, il y a des clients qui veulent des vins jeunes, d'autres qui veulent des vins vieux, donc voilà.
on jugule, on règle ça, voilà. Mais on a 2500 références, donc on y arrive. Le but, c'est de pas avoir de vin mort. C'est comme à la maison, finalement. Hein. C'est une histoire de gestion et de régler tous les paramètres. Et donc, à partir de là, effectivement, il faut que tout soit bien. Mais je vous cache pas que quand je regarde la carte des vins, j'ai pas une ligne qui me fait honte. Voilà. Et effectivement, où il y a des différences de méthode d'élevage suivant les années, bien sûr. Des millésimes comme 2015, le vigneron va être tenté peut-être d'augmenter un petit peu le bois neuf pour avoir un peu plus de complexité, un peu plus de puissance, et d'autres, mais des millésimes un peu plus faibles, là, privilégier le fruit, et donc ça sert à rien d'avoir un élevage barrique trop puissant. Voilà. Raphaël me demande si j'ai un vin suisse à recommander. Alors oui, j'en ai. Voilà. On verra peut-être pour la prochaine session QA privée. Je sais pas. Je sais pas si nos amis suisses ouvriront leur vigne à voir, à suivre. Et j'ai Thomas qui me demande que je pense de l'appli Vivino. C'est une bonne appli. Moi, je l'ai pas. C'est pas mal pour s'en servir comme bibliothèque, pour se remémorer finalement un petit peu des moments quand on est au restaurant ou voilà, vérifier si le sommelier dit pas des bêtises éventuellement. Mais oui, c'est une bonne appli. Voilà. Moi, j'aime bien quand un client s'en sert au restaurant, j'aime bien lui donner la note avant Vivino. Voilà, c'est le caractère un peu humain. Voilà, ça me fait un peu sourire. Je me trompe parfois, des fois je suis un peu plus généreux, un peu moins, mais bon, c'est pas. Voilà, moi si je devais m'en servir, c'est plus pour avoir une bibliothèque de souvenirs que vraiment apporter une grande importance. Parce qu'après, voilà, il y a un peu le succès d'un vin sur l'application va faire que si vous flashez votre vin, si un vin est flashé 100 000 fois et puis un autre est flashé 20 fois, la note, c'est un peu biaisé. Donc voilà, c'est plus s'en servir à titre perso et, c'est tout. Voilà, c'est à mon sens, c'est ça. Voilà, c'est se faire confiance à soi et se remémorer les souvenirs. Alex me pose, être né, c'est un don. Être né, NEZ, hein, c'est un don. Où peut-on se perfectionner et comment? Alors moi, je suis pas juste un nez. Je suis sommelier et non, il faut bosser. Donc bosser, c'est goûter. Hein, donc ça va. Mais effectivement, il faut avoir il faut être ouvert, connaître sa géographie et pour comprendre la géographie et comprendre les vins. Parce qu'un vin nordiste est différent d'un vin sudiste, évidemment, et se perfectionner, faut se perfectionner en goûtant. Et donc rien de mieux que, je me répète, hein, les petites box, sauf si la team QI privée me contredit, mais sont déjà vendus parce que c'était pour cette dégustation, plus ou moins. Mais je trouve ce petit format et vraiment, je suis surpris de toutes ces petites vinottes qui se sont goûtées. J'ai pas eu de soucis aucunement. J'espère que chez vous aussi, vous n'avez pas eu de soucis en les goûtant. Tout a été vraiment parfait en termes de vin. Les vins se goûtaient vraiment très bien, comme je les ai goûtés précédemment dans les locaux de cuvée privée en format bouteille que vous recevrez chez vous. Et ouais, c'est goûter, se documenter, avoir des ouvrages, des livres, et et voilà. Et effectivement, il faut lire, déguster, se rendre visite aux vignerons. C'est l'accès justement à l'étude privée. Ce qui est important, c'est d'avoir l'accès à un domaine, quoi. Et ça, c'est quand même organiser vos vacances là. En plus, ça, cette année, c'est un petit peu particulier avec ce qui s'est passé. C'est de pouvoir se balader un petit peu dans les différentes régions de France et passer un coup de téléphone avant. Prenez rendez-vous chez les vignerons. Évitez fin août, début septembre. C'est un peu la période où ils sont pas vraiment hochés. De fin août à octobre, faut pas venir à l'improviste. Déjà, ne venez jamais à l'improviste.
et envoyer un mail ou un coup de téléphone. Et celui qui est ravi de vous accueillir, il le fera, mais évitez cette période-là. Et évidemment, c'est de parler avec les vignerons. C'est comme ça qu'on comprend et qu'on a la petite étincelle en se disant ah oui, là je comprends et c'est ça qui me plaît. Voilà. J'ai deux autres questions. Des vignes sont en train d'être plantées dans le nord de la France. Qu'en pensez-vous? Ouais, bah c'est le réchauffement climatique. Hein, donc, mais il n'y a pas que dans le nord de la France. Il y a le sud de l'Angleterre, dans le Kent, où on va mettre des chardonnays pour produire du sparkling anglais. Réchauffement climatique, rien d'autre. Acheter des vins sur vente privée, par exemple, vous conseillez. Alors, est-ce que c'est un piège? J'ai la chance de connaître un tout petit peu Jacques-Antoine Granjon, le propriétaire, le fondateur de Vente Privée. On a fait des ventes privées de cuvées privées. Donc ouais, ça, je peux le conseiller. Après, oui, il y a des sélections. Essayez. Je ne vais pas vous interdire d'acheter du vin. Il faut acheter du vin et se faire son palais. Et ensuite, mais achetez pas en grande quantité quand vous ne connaissez pas. Achetez une bouteille, allez chez le caviste du coin. C'est sympa aussi d'aller chez le caviste du coin. Et voilà. Et c'est là tout le principe, d'acheter une bouteille. Et puis après, vous voyez. Mais le but, c'est aussi d'aller chez le vigneron et d'acheter chez le vigneron parce que d'une part, vous passez un moment, vous découvrez une région et c'est quand même plus sympa. Et j'ai Raphaël qui me demande si on vous invite à la maison et qu'on débouche une bouteille, passe-t-on forcément pour un bleu? Non, je suis assez... sauf si le vin n'est pas bon, quoi. Voilà, c'est juste ça. Essayez de choisir quelque chose qui est sympa. Et ça reste que du vin. Le but, c'est de passer un bon moment et de la convivialité autour d'un joli plat. Et voilà, c'est pas grave. Moi, les grands vins, j'ai de la chance, je les goûte régulièrement. Mais qu'est-ce qu'un grand vin? Un grand vin, c'est le plaisir et c'est le partage. Voilà. Voilà pour moi. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Moi, c'est avec plaisir que l'on y répondra. La team aussi pourra évidemment y répondre. J'étais ravi de participer à tout ça et de pouvoir répondre à toutes vos questions. J'ai Fabrice qui me dit on établit tous un planning et on invite Monsieur Neveu à tour de rôle. Ouais, alors c'est vrai que je reprends pas tout de suite, mais je suis aussi un peu occupé quand même parce que je vais faire moi aussi mon petit tour de France et faire quelques tours de vignobles. Donc voilà. Des formations à conseiller pour devenir un expert vin. Bah écoutez, suivez un peu les aventures de cuvée privée. Venez au restaurant avec plaisir. C'est sans problème, on pourra en discuter avec plaisir. Des formations à conseiller pour devenir un expert. Il n'y a pas d'expert en vin. La leçon première, c'est l'humilité. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'expert. Voilà, c'est l'important, c'est la règle numéro 1, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. En Bourgogne, on n'a qu'une parole, évidemment. Merci pour le temps passé sur les questions, c'était très intéressant. J'espère. Merci à vous. Et puis, écoutez, ouais, à bientôt. Voilà. Merci pour ce bon moment. Écoutez, moi aussi, j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Et encore une fois, bravo pour la société qui fait les petites vinotes. Je connaissais pas et je suis très agréablement surpris. Merci à tous et à bientôt. Bye bye.